Alors, bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo de FAQ souscripteurs, comme chaque mois. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, mes souscripteurs, donc, qui me soutiennent financièrement et que je salue ici, parce que c'est grâce à eux que je peux faire mon travail en toute indépendance et en toute liberté, et ce depuis 20 ans. Et notamment depuis 4 ans et demi que cette attaque biologique a été lancée par le Parti communiste chinois avec toutes ses conséquences et que je reste le seul aujourd'hui, un des seuls. Alors, je suis rejoint par des gens comme Arnaud Dauphin, on va en parler d'ailleurs, et c'est très bien, mais ça reste encore embryonnaire, donc il faut vraiment me soutenir pour maintenir la flamme voilà, de la vérité et de cette lueur dans les ténèbres là qui nous domine, comme on l'a vu encore avec cette phase d'élection, de fausses élections, mais qu'on nous a fait prendre pour quelque chose de très important qui allait changer la France ou je ne sais quoi. Mais en fait, c'était une énième manipulation de l'oligarchie. Donc, si vous voulez rejoindre les souscripteurs, bénéficier de mon contenu privé, me soutenir et une fois par mois me poser des questions auxquelles je répondrai intégralement, puisque dans les lives mensuels, je réponds aussi à des questions qui me sont posées, mais pas à toutes, et puis très brièvement souvent. Là, je prends un peu plus de temps. Et donc, vous avez le lien dans la description. Ça commence à 3 euros par mois et c'est très important pour moi parce que je ne vis que de ça. Voilà. Vous avez aussi mes livres pour monter en compétences aussi. Alors, c'est parti. On va regarder un peu les questions qui m'ont été posées, une vingtaine, un peu comme chaque mois. Alors, la première, bonjour Jean. Visiblement, vous croyez au Christ Sauveur. Oui, en effet. J'ai été converti donc le 11, qu'est-ce que je raconte, le 18 décembre 2014 à 1h24 du matin. Voilà. Donc ça fera bientôt 10 ans. Pourquoi êtes-vous pour le port d'armes? Pourriez-vous me citer un seul passage de la Bible où Jésus emploie les armes? Ne met-il pas plutôt sa pleine confiance en Dieu? Alors, bonne question en effet. Alors, je note qu'un autre souscripteur s'est permis de lui répondre et je vais moi-même me permettre de lire sa réponse. Il dit, si je peux me permettre, et bien que ce ne soit pas le moment dans une FAQ, de défendre et se défendre et se donner les moyens pour cela n'est pas incompatible avec la foi chrétienne. Sans armes, vous n'avez aucun moyen de le faire et c'est justement pour éviter que les Français puissent se défendre que la tyrannie républicaine a fait en sorte d'immédiatement désarmer les gens. Dieu a fait des hommes grands et d'autres petits, je les ai rendus égaux. Samuel Colt. Donc là, il cite le créateur des armes Colt. Ce à quoi donc l'auteur de la question répond: vous ne pouvez pas vous reconnaître du Christ et prendre un Colt. Quelque chose ne sonne pas juste dans votre réponse, car prenant cette arme, vous ne trouverez jamais celle de Dieu celle que Dieu vous a mis à disposition et qui bat toutes les autres, ou alors vous ne semblez pas comprendre ce que c'est vraiment que la foi. Alors, bon, c'est une polémique en Europe qui a été désarmée par des socialistes. Hein, là, je rejoins le commentateur, le souscripteur qui a commenté à la question. C'est qu'il faut bien voir qui désarme en général et qui arme. Donc, ce sont des pays protestants. Et les pays où le droit du port d'armes est le plus défendu sont des pays protestants. On pourrait citer la Suisse ou les États-Unis. Et les pays où il est le plus nié sont des pays totalitaires, notamment communistes, islamistes ou l'Allemagne nazie. Donc, c'est le deuxième amendement américain qui va de pair avec le premier, la liberté d'expression. Donc, c'est pour se défendre. Parce qu'il faut pouvoir se défendre, et rien de mieux pour cela que la liberté d'expression d'une part et le droit du port d'armes d'autre part. Donc, Jésus, en effet, il est pour l'égalité entre les hommes. Or, le droit du port d'armes égalise les droits de tous face aux criminels. Et concernant une arme, Jésus a chassé les marchands du temple à coups de fouet, tout de même. Et puis on pourrait invoquer aussi le Dieu des armées, parce que Jésus, c'est aussi le Dieu des armées. Donc, le Dieu des armées, pas, c'est en deux mots, c'est pas un Dieu désarmé, évidemment, c'est le Dieu des armées. Donc, c'est là où il y a beaucoup de questions chez les chrétiens, ou chez les athées qui reprochent aux chrétiens d'être faibles, justement parce qu'ils seraient contre les armes ou contre l'armée ou je ne sais quoi. On serait pour les petits oiseaux et on s'en tiendrait juste à Dieu et prier, et c'est bon, Dieu va faire le reste. Non, Dieu nous demande d'aller dans le monde, d'évangéliser, donc ça déjà c'est pas facile, et ça pour ça il faut utiliser sa liberté d'expression. Alors si des gens nous frappent, effectivement il faut tendre l'autre joue, mais c'est pas par soumission, c'est pour casser le cycle de la violence. Ce qu'a étudié René Girard, par exemple. Donc il faut bien distinguer le fait qu'un chrétien civil effectivement doit être non violent, et il s'en remet aux autorités, la police, la justice, l'armée, pour assurer cette violence qui est légitime. À titre personnel,
il y a la légitime défense quand même et ça, c'est une notion qui est, tout à fait reconnue dans la Bible, qui n'est pas niée du tout. Quand on vous attaque, si on attaque votre famille, par exemple, il faut pas, s'il y a un cambriolage chez vous, c'est pas les chrétiens qui vont dire: «Bah, venez, prenez tout ce qu'il y a». Alors c'est une vision effectivement plutôt catholique, que qui a pu être même dépeinte dans, Victor Hugo, vous voyez, Jean Valjean. Voilà, on rentrera un peu dans les détails, mais ça fait longtemps que j'ai lu ce livre, mais quand, Jean Valjean, je crois, vient voler, des choses chez quelqu'un, un prêtre, et le prêtre lui donne encore plus que ce qu'il a volé, ce qui met Jean Valjean très mal à l'aise. Parce qu'en effet, il se rend compte, qu'il a volé et que c'était pas bien. Donc le prêtre aurait pu, lui taper dessus et cetera. Donc mais ça, c'est une vision de gauche, vous voyez? Du christianisme. Or, une vision de droite, c'est-à-dire authentique, c'est la vision américaine. C'est celle qui donne le droit du port d'armes aux gens pour qu'ils se défendent et qu'une femme, par exemple, ou qu'une personne âgée puisse se défendre face à des fous furieux qui sont en face d'elle, et pas forcément en tirant. Vous voyez, le simple fait de mettre en joue, c'est la dissuasion, comme il y a la dissuasion nucléaire aussi, créée par une puissance protestante. Donc vous pourriez dire, ça va très loin ce raisonnement, parce qu'en fait, là vous pourriez dire, bah, pourquoi on a créé la bombe nucléaire? Parce que ça a tué des innocents. Oui, certes, ça a tué des innocents, mais ça en a sauvé aussi beaucoup d'autres. Et surtout, ça a permis à l'Occident de s'affirmer comme puissance principale depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et donc d'empêcher le communisme et l'islam et d'autres puissances anti-occidentales, donc anti-Christ, de s'imposer. Voilà comment je pourrais répondre à cette question, qui est une question intéressante, et je vous remercie de me la poser. Alors, deuxième question, que pensez-vous d'Arnaud Dauphin? Justement, je n'ai pas trop aimé son débat avec Thomas Ferrier, je l'ai trouvé un peu tendre. Alors, c'était pas un débat, je crois que c'était une interview. Donc, dans le cadre d'une interview, voilà, si ça avait été un débat, en effet, ça aurait été plus gênant. Mais non, bah, Arnaud, déjà, il faut dire que j'ai énormément de points d'accord avec lui, hein, comme on l'a vu quand je l'ai interviewé justement, et quand on a fait cette vidéo il y a un jour ou deux. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment une pensée très claire sur les États-Unis, sur le communisme, sur la Chine, donc déjà il a une vision géopolitique, parce que malheureusement, comme il l'a dit lui-même, les nationalistes français ont une vision limitée à la France, et donc ils comprennent rien de ce qui se passe parce que la géopolitique surdétermine la politique. Donc ça, là-dessus, on se retrouve. Ensuite, on se retrouve sur beaucoup d'autres choses, hein, comme vous avez pu le voir, sur l'analyse de ces élections. Alors même si lui, il a voté et pas moi, bon, mais voilà. Alors après, on a des petites différences, c'est vrai, et on est en train de les explorer chacun parce que c'est une rencontre intellectuelle. Il faut savoir que moi, j'ai quoi, 12 ans de plus que lui, donc ça joue. Et puis, je suis chrétien, donc j'ai été converti. À son âge, j'étais encore athée, donc j'aurais été plus proche de sa position actuelle que je ne le suis aujourd'hui, mais entre-temps, j'ai été converti. Donc, je ne peux pas lui en vouloir de ne pas comprendre des choses qui sont absolument inconnues en France, comme le protestantisme. Je veux dire, qui parle du protestantisme positivement, qui plus est, en France? C'est toujours diabolisé par les Soral de ce monde et par les Zemmour de ce monde, justement. Euh, ou alors on n'en parle pas. Ou alors, voilà, seulement la Saint-Barthélemy. Voilà, c'est tout, c'est tout. C'est un peu comme sur la Chine, on parle que des Ouïghours. Voilà, bon, ça c'est trop facile. Donc là, c'est une rencontre intellectuelle. On échange beaucoup en privé et on se découvre. Voilà, où est-ce qu'il y a des frictions, où est-ce qu'on est complètement d'accord, comme dans les émissions qu'on fait. Et c'est très intéressant. Alors, concernant son interview de Thomas Ferrier, bon, ben voilà, moi j'ai eu l'occasion de dire ce que je pense de Thomas Ferrier. Mais déjà, il a accepté de venir sur la chaîne d'Arnaud alors qu'il n'est pas connu, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et puis, donc Arnaud n'allait pas commencer à lui rentrer dans les plumes, à lui voler dans les plumes alors qu'il acceptait de venir sur sa chaîne. Donc voilà, je pense qu'il doit se faire connaître auprès de gens que moi je connais bien parce que j'ai un passé, voire un passif avec eux, mais lui, c'est normal qu'il fasse ses découvertes, ses expériences avec ces gens-là, et qu'il voit où est-ce qu'il peut être d'accord avec eux, et puis qu'il touche aussi leur public, parce que, bon, Thomas Ferrier, ok, mais c'est surtout le public de Thomas Ferrier qui est plus intéressant, parce que lui, il peut changer. Je ne pense pas que Thomas Ferrier, malheureusement, puisse changer, mais le public de Thomas Ferrier, si. Donc voilà, effectivement, ils étaient d'accord sur certaines choses, moins d'accord sur d'autres. Après, je pense qu'à 33 ans, qui est l'âge d'Arnaud, on évolue encore. Bon, moi à 45 déjà, je pense que j'évolue plus trop, mais si on me présente une vérité flagrante, par exemple, j'étais gaulliste jusqu'à l'âge de 25-26 ans, et quand j'ai découvert
petit à petit que De Gaulle, en fait, c'était pas la solution, mais ça faisait partie du problème, bon, ben, j'ai commencé à changer et à m'éloigner des gaullistes. Donc, de même, Arnaud, si on lui présente des faits qui sont factuels, sourcés, vérifiables, évidents, etc., alors qu'il n'en avait pas conscience, j'espère qu'il va changer sur les positions sur lesquelles il pourrait se tromper, parce qu'on se trompe tous. Après, il y a des conséquences plus ou moins graves à nos erreurs, et pour penser bien, je pense que c'est ça qui nous différencie à droite. La vraie droite, elle tient compte du réel. Donc, voilà, c'est la gauche qui ne tient pas compte du réel et qui s'invente des trucs, des illusions là, qui lui permettent ensuite de dire n'importe quoi et de partir dans sa logique. Hein, c'est pour ça que voilà, moi j'ai une critique des Grecs anciens parce que eux ils étaient basés sur la logique, Aristote. Or la logique permet de tout justifier, y compris la dictature, y compris le totalitarisme. Tout se justifie dans la logique. Or les protestants justement euh, ont tué cette idée de la logique qui serait le logos, là, qui serait l'alpha et l'oméga. Donc certes, Jésus est appelé le logos, mais c'est l'expérimentation qui permet de savoir le réel. C'est-à-dire, bien voilà, on a une théorie, on l'applique dans le réel et on voit si ça marche ou pas. Et si ça marche pas, bah, c'est que c'est faux, hein, tout simplement. Et ça, c'était une des multiples erreurs des Grecs anciens, parce qu'ils se sont trompés quasiment sur tout. Et c'est pour ça que, pour l'instant, une petite divergence que j'ai avec Arnaud, c'est sur, voilà, j'en ai fait d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne La Vraie Droite, c'est sur le fait que les Grecs anciens, les Spartiates et tous ces gens-là, voire même sous l'Europe médiévale, bah, finalement, l'Europe était en avance sur les autres civilisations. Non, en fait, ça, je ne pense pas que ça soit vrai, et donc j'ai un débat avec lui là-dessus. Voilà. Mais c'est un point qui est important, mais qui n'est pas fondamental dans notre combat. Là, on combat, il a bien compris la notion de quel est l'ennemi principal, c'est le communisme, et notamment la Chine communiste, et la Russie et tous ses alliés, la Corée du Nord et compagnie, ce que très peu de gens ont compris en France. Donc déjà, moi, c'est ça l'essentiel, parce que là-dessus, on peut construire quelque chose de sérieux, et après, ben, on verra. Moi, je ne sais pas d'avance, moi, je fais confiance un maximum, donc j'ai soutenu financièrement Arnaud, et je vous invite à faire de même, hein, comme je l'ai dit déjà dans la vidéo que j'ai faite avec lui. Donc, il faut lui donner sa chance parce qu'il porte déjà un discours très différent de ce qu'on entend chez tous ceux qu'on connaît et qui se disent de droite et qui sont souvent de gauche, en réalité. Donc, voilà, il faut l'aider, il faut regarder ses vidéos parce qu'elles sont très, très bien documentées, argumentées, notamment sur les États-Unis. Ça dure 40 minutes, ça fait plaisir, quoi. Donc, voilà, moi, Arnaud Dauphin, j'encourage, et puis après, on verra bien. On verra bien où ça va. Et j'ai plus grand espoir pour l'instant. Voilà, au moment où je parle, je pense qu'il y a de grandes choses qu'on peut faire ensemble et pousser un maximum de Français à comprendre que le bon point de vue, ce n'est pas celui des identitaires ou des souverainistes ou de tous ces gens-là qui se reconnaissent dans des partis comme Reconquête ou le RN ou je ne sais quoi, qui se disent de droite alors qu'en fait ils sont de gauche et d'extrême gauche. Voilà. Alors penses-tu que Bardella a fait exprès d'être mauvais pour ne pas être élu lors du débat d'entre-deux tours? Non, je pense qu'il n'a pas cherché à être mauvais. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il a été mauvais? Je ne sais pas. Il a été égal à lui-même, c'est-à-dire bah, sans expérience, robotique, et ce qui a beaucoup plu pour des élections européennes, parce que c'est des élections secondaires, eh bien là, pour des élections législatives, on a vu que c'était léger, en fait, et que le gars n'était pas au niveau, et que le mettre en avant comme ça, alors qu'il a si peu, si peu d'expérience, et que c'est un peu un robot, là, c'est plutôt Marine Le Pen qui est responsable. Bardella, lui, il fait ce qu'il peut, hein, et jusqu'à présent, ça a fait plutôt bien marché, mais là, il a boxé hors catégorie, vous voyez, il a boxé au-dessus de ses capacités. Donc un boxeur, voilà, si vous êtes poids plume et que vous boxez en lourd léger, bah, ça marche plus, quoi. Vous pouvez gagner des combats en poids plume, mais si on vous met dans une autre catégorie, là, vous faites démonter. Donc c'est ce qui s'est passé. Et donc, non, je pense que le RN était suffisamment naïf et incompétent pour croire qu'il pouvait être élu. De l'intérieur, c'est une vision quand même plus détaillée de ce qu'il propose. Nous, on ne sait pas, on regarde les discours, etc., mais on ne connaît pas l'arrière-cuisine. Eux, ils la connaissent. Et là, on la découvre à l'occasion de ces élections. Donc, effectivement, c'était prévisible que le RN pouvait arriver à Matignon. Moi-même, j'y ai cru un moment d'ailleurs, parce que les dynamiques électorales sont ainsi faites en France.
Mais le scrutin à 2 tours fait que, voilà, Macron connaît mieux, les techniques, politiciennes, que moi et que la plupart des commentateurs et donc il n'a pas craint une seule seconde apparemment, que le RN arrive. Mais je crois quand même qu'il l'a craint parce qu'à un moment il disait, quelques jours avant l'élection, il a dit: «Mais moi un gouvernement OK, mais il n'y aura pas Mariani dedans, gouvernement RN. Mais il n'y aura pas Mariani dedans, c'était sa ligne rouge bon, qu'il avait tracée. Donc finalement, il s'attendait potentiellement à un gouvernement RN aussi. Donc c'était peut-être même d'ailleurs sa volonté. Vous voyez, parce que moi, il me semble qu'il voulait faire rentrer des pro-russes à Matignon et que c'était la volonté de s'émettre. Mais bon, ça ne s'est pas passé comme ça. Au final, est-ce que ça changera grand-chose puisque le LFI est aussi pro-russe que le RN, donc finalement, bref. On verra bien. Là, on nous parle de noms de gens au moment où j'enregistre. Clémence Guettet, alors voilà une Bardella gauchiste. Bon, bah, je sais pas trop, voilà, mignonne, mais quelle est son expérience à elle aussi d'où est-ce qu'elle sort? Enfin, ça serait une catastrophe si c'était elle. Bon, on verra bien. Ensuite, selon toi, la stratégie du RN est-elle de ne pas se faire élire en adoptant la méthode d'avoir mis Bardella, trop jeune pour se faire élire, ce qui leur donne encore 10 ans facilement de cirque électoral mais qu'ils n'ont pas changé de but, à savoir être dans l'opposition contrôlée et jamais en responsabilité. Non, je pense que enfin, ça dépend. Il y a des avantages et des inconvénients dans chaque situation. Effectivement, tant qu'on n'est pas aux responsabilités, on ne peut pas être jugé pour ça. Et donc, on garde cette aura de ah bah, nous, on aurait fait mieux, essayez-nous, etc. Donc, c'est un argument électoral. Mais je pense que ces gens-là veulent quand même arriver au pouvoir. Au bout d'un moment, ils ont envie de changer les choses à leur image. Ça, c'est le but, je pense, de tout politicien. Et même ceux qui disaient que Jean-Marie Le Pen n'a jamais voulu diriger, je pense qu'ils se trompent. Si on avait proposé à Jean-Marie Le Pen d'être président de la République, il aurait signé tout de suite. Donc, non, je pense que c'est plus compliqué que ça. Après, il y a des choses qui sont faites inconsciemment. Peut-être Marine Le Pen se complaît dans cette position d'opposante contrôlée, que ça lui va bien, comme ça allait bien à son père, et qu'effectivement, elle a les avantages quand même du pouvoir, puisque maintenant elle a 140 et quelques députés avec les alliances, sans être réellement en charge des affaires du pays. Et donc elle peut toujours critiquer ce qui est mal fait, sans être tenue responsable des résultats. Donc voilà. Mais là, on est vraiment dans la tambouille. Moi, ce que je vois, c'est que tous ces gens-là sont les mêmes, en fait, sont interchangeables. Leur discours varie un tout petit peu, mais de moins en moins depuis que le RN s'est normalisé. Et donc, c'est pour ça que je ne vais pas voter, j'incite pas à voter, que c'est un piège, et que tous ces gens-là ne sont pas démocrates. On nous les présente comme soit des extrémistes, soit des modérés, mais en fait, ils sont tous antidémocrates, puisque normalement, après le référendum piétiné en 2005, la conclusion, c'est qu'on ne peut plus aller aux élections, puisqu'on nous a piétiné un référendum. Il faut être logique. C'est donc un cirque électoraliste, comme il y en a en Afrique, comme il y en a dans les démocraties populaires. Bon, bah, si on veut placer la France au niveau de l'Afrique et des démocraties populaires de l'URSS, pourquoi pas? Mais moi, c'est pas mon projet. Vous voyez. Or, ce que je vous dis là, je l'entends nulle part et vous non plus. Même Asselineau, qui tenait ce discours en 2007, il faut revenir il y a longtemps, il y a 17 ans. C'est pour ça que j'avais rejoint l'UPR. Il ne le tient plus depuis 2008. Donc ça fait longtemps là aussi. C'est pour ça que j'ai quitté l'UPR. Alors, que penses-tu de l'élection du NFP, un désastre pour notre pays de gauchistes? Encore une fois, moi, je ne vois aucune différence. Enfin, je vois bien que les gens font des différences, mais qu'est-ce qu'ils pourraient faire de pire que Macron avec le confinement, avec le quoi qu'il en coûte, avec le maoïsme culturel, c'est-à-dire la révolution culturelle permanente. Je veux dire, quand il vient ici en Polynésie, il fait 500 morts, ce qui est l'équivalent de 150 000 morts en métropole, alors qu'il y avait 0 mort depuis 6 mois. Qu'est-ce qui peut être pire que ça? Alors moi, je veux bien qu'on dise il est modéré, mais c'est pas vrai. Il s'est dit maoïste, c'est ce que je répondais à Francis lors de la dernière vidéo. Donc, le NFP, c'est LFI, mais LFI sont isolés au sein du NFP. Donc, moi, je crois plus, on verra, hein, mais je crois plus à une alliance entre les macronistes et puis des modérés de gauche et des modérés de droite. Voilà, les Hollande et ces gens-là à gauche, et puis les LR à droite. Et ces gens-là, c'est les mêmes. Ils posaient déjà, il y avait Hollande et Sarkozy en une de Paris Match pour le oui au référendum. Donc c'est ça, les soi-disant modérés, c'est les européistes, Bontin, c'est les Raphaël Glucksmann, voilà, tous les collabos en fait.
ils vont arriver à s'entendre, je pense, pour faire un gouvernement, et puis on va sauver les apparences. Ouf, c'était pas l'extrême droite, et puis c'est pas non plus LFI, donc c'est pas les extrêmes. On reste entre modérés, et la France va continuer comme ça. Voilà comment ils vont la jouer. Je pense qu'une Clémence Guettet n'a aucune chance d'arriver. Alors je peux me tromper, mais j'espère pas, parce que là, franchement, je pense que même Olivier Faure, je le vois pas trop diriger Matignon, on verra. Donc, c'est pas l'élection du NFP. Là aussi, le NFP a perdu. Tout le monde a perdu, en fait, dans cette histoire. Donc, il y a beaucoup de... Alors, c'est marrant parce que si c'était le RN qui était passé, il y aurait beaucoup d'immigrés ou de personnes non blanches qui se seraient sentis visés et qui seraient partis de France, alors que là, comme c'est plutôt le NFP qui est arrivé en tête, c'est plutôt des entrepreneurs qui disent qu'ils vont se casser. Bon, bah, super. Franchement, voilà tout ce qu'on peut dire. Est-ce que Macron est capable de garder en ce jour le même gouvernement avec Attal Premier ministre? Ce qui me fait dire cela, c'est qu'il a demandé à son Premier ministre Attal d'attendre que les Jeux Olympiques soient passés. Est-ce pour gagner du temps? Je pense que notre cher président s'en fout des élections, imposerait-il? Alors, bon, cette question a été posée il y a déjà plusieurs jours, mais ce qu'on sait là apparemment, c'est que Attal va rester au moins jusqu'au 17 juillet, là j'enregistre le 10, et après c'est les JO, donc effectivement, il faut bien quelqu'un pour diriger le pays, donc je crois qu'ils vont trouver quelqu'un. Alors peut-être qu'ils vont renouveler Attal, j'en sais rien, peut-être, j'en sais rien. Là, franchement, ça n'a aucune importance, parce que la France va pas s'effondrer à cause de ça. 2, les enjeux sont bien plus graves, en effet, et ce qui compte, c'est on est dirigé par des marxistes, par des maoïstes, trotskistes, staliniens, ce que vous voulez. Mais c'est ça le problème. Alors que ce soit un tel ou une telle, même Mélenchon, Premier ministre, ça ne changerait pas grand-chose. En fait, notre pays est déjà extrémiste dans le marxisme. Et c'est pas parce que Macron porte des costards cravates, vous voyez, bien sous tous aspects, que il n'est pas maoïste, hein, puisqu'il se dit lui-même maoïste, il met en place le modèle communiste chinois, et donc c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Et ça, je suis un peu le seul à le dire aujourd'hui, mais voilà. Pourquoi ne mettez-vous pas en place un abonnement annuel pour la vraie droite, comme pour votre chaîne de géopolitique? C'est en cours, mais c'est Patreon en fait qui impose d'avoir plus de 200 euros ou dollars pendant 3 mois de suite pour pouvoir proposer un abonnement annuel. Voilà, comme ça, ils se protègent d'arnaques éventuelles. Donc moi, là, je crois que c'est le 2e mois où il y a plus de 200 dollars. Et donc, je remercie les souscripteurs de la vraie droite. Et il faut qu'ils renouvellent, mais ils renouvellent bien, donc il n'y a pas de problème. Je crois qu'à partir de 3 mois, je pourrais proposer les abonnements annuels. Et donc, vous pourrez souscrire annuellement si vous le souhaitez, ce qui est effectivement une aide pour moi et une réduction pour vous, parce qu'au lieu de 9 euros par mois, par exemple, ce qui fait 108 euros par an, vous ne payez que 91 et quelques. Alors, les marches pour Jésus sont-elles chrétiennes selon vous? N'est-ce pas complètement moderne? Alors, j'ai pas lu les questions avant, hein, je les ai juste copiées-collées, donc là, j'y réfléchis en même temps que vous. Les marches pour Jésus. Moi, en tant que protestant, je ne pense pas qu'il faut des marches pour Jésus. C'est un peu comme toutes ces fêtes pour Jésus. Quand on est chrétien, en tout cas tel que je le comprends, moi, on est pour Jésus tous les jours. Il n'y a pas de fête particulière, il n'y a pas de Noël, nous on ne fête pas Noël par exemple, parce que c'est tous les jours, je me lève le matin et je prie mon Seigneur et Sauveur, mon Créateur, qui m'a donné la vie et qui me promet la vie éternelle. Et je fais ces louanges tous les jours que Dieu fait, justement. Donc, des marches, pourquoi j'organiserais des marches? C'est un peu comme cette même histoire des pèlerinages. On s'est un peu accroché justement avec Arnaud sur l'histoire des pèlerinages qu'il fallait protéger, soi-disant, mais ça, c'est l'Église catholique. Ce sont des gens qui veulent le pouvoir temporel, en plus du spirituel, et qui, pour ça, doivent se manifester un peu partout. Donc non, moi je ne suis pas fan de marche pour Jésus, je pense qu'il faut évangéliser, oui. Et est-ce que les catholiques évangélisent le plus? Je n'ai pas l'impression. Moi, mes propres grands-parents, du côté de mon père, ils ont dégoûté leurs fils, leurs enfants de Jésus, justement. Et puis, moi, ils ne me parlaient jamais de Jésus quand j'allais chez eux, hein. Donc c'était très bizarre. Et n'est-ce pas complètement moderne? Oui, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il faut revenir, je pense, aux fondamentaux, c'est-à-dire la Bible. Avant les marches pour Jésus, il y a la Bible. Voilà, ça, c'est la parole de Jésus. Et donc, il faut la lire, il faut s'en inspirer, il faut la comprendre, il faut y réfléchir, il faut la méditer.
comme nous l'indique la Bible elle-même. Médite ce livre jour et nuit, agis toujours fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est comme ça que tu auras du succès dans tes entreprises. Bon, ben voilà, tout est dit. Alors, comment être sûr de son salut? Alors, une autre question sur la foi. Alors ça, c'est une question intéressante parce que moi, j'ai une expérience qui n'éclaire pas à ce sujet parce que moi-même, j'ai été converti directement par Dieu. J'ai pas été converti. Enfin, on est tous convertis par Dieu, mais je veux dire, c'est pas l'évangélisation qui m'a converti. C'est Dieu qui est venu me chercher un soir. Voilà, j'ai déjà raconté ça. Et donc, c'est très rare. La plupart des gens sont convertis via l'évangélisation. Et donc par un autre homme. Et là où c'est compliqué, c'est que si on a pu être converti par un homme qui est par définition pécheur et imparfait, on peut douter de cette conversion parce que ça peut nous faire oublier qu'en fait, celui qui convertit, c'est pas celui qui a évangélisé, c'est Dieu. Première chose. Donc moi, c'est vrai que je n'ai pas ce doute-là puisque ce n'est pas quelqu'un qui m'a évangélisé. Voilà, c'est directement Dieu qui m'a fait connaître une nuit absolument mystique, avec en plus une expérience avec ma femme qui a vu un ange passer, pour ceux qui ne savent pas, voilà, passer de sa chambre à la mienne au moment où j'ai été converti, donc je n'ai absolument aucun doute. Mais Jeanne d'Arc non plus n'avait aucun doute sur son salut, ce qui la différenciait de tous les catholiques de l'époque et d'aujourd'hui, puisque le catholicisme dit on ne peut pas être sûr de son salut. Sauf que la Bible, elle, dit si, on peut en être sûr. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ça, c'est dans Romains. Et il y a, voilà, une fois que vous êtes sauvés, vous ne pouvez plus repasser sous l'hégémonie de Satan. C'est-à-dire qu'on est toujours l'esclave de quelqu'un. C'est soit Satan, soit Dieu, soit Jésus. Voilà, esclave. On est soit esclave du péché, soit esclave de Dieu. Et donc, c'est pas un mal d'être esclave de Dieu parce qu'on a un maître et ce maître-là nous garantit qu'il va nous garder. Il faut toujours avoir un maître. C'est pour ça que quand les anarchistes disent ni Dieu ni maître, c'est très important pour eux, parce qu'ils refusent même l'idée d'avoir un maître. Or, on a toujours un maître dans la vie, comme ceux qui disent penser par soi-même, ça n'a aucun sens. On pense toujours basé sur les idées d'autres qui viennent avant nous, qui nous côtoient. On ne vit pas dans l'éther, on n'est pas... Donc, tout ça pour vous dire que le salut, on en est sûr quand on lit la Bible. Moi, c'est la seule manière que je connais. Hein, on lit la Bible et on y croit. Voilà. Quand Jésus vous dit vous êtes sauvés et donc vous ne pourrez pas perdre votre salut si vous y croyez vraiment, intimement, c'est pour moi que vous êtes sauvés. Et si vous croyez en Jésus, qu'il est vraiment venu sur cette terre, parce que c'est même ça, c'est remis en question malgré toutes les preuves scientifiques et historiques qu'on a, mais c'est pas grave. Donc, si vous croyez qu'il s'est, comme le dit Romains 19, si vous croyez qu'il est mort et ressuscité pour vos péchés et que vous le confessez de votre bouche, voilà ce que dit la Bible, vous êtes sauvés. Et donc, ça vous amène à vouloir vous faire baptiser. Voilà, si vous ressentez, comme j'ai ressenti, ce besoin de vous faire baptiser, déjà, c'est un bon signe. Après, il y a des gens, effectivement, ils ressentent le besoin de se faire baptiser pour faire comme les autres. Et là, c'est difficile, des fois, de faire la distinction. Mais en tout cas, si vous lisez la Bible et que vous y croyez au point qu'elle change votre vie, c'est-à-dire moi, quand j'ai lu que tu honoreras ton père et ta mère et que j'étais en mauvais terme avec mon père, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est la Bible, donc elle a raison, donc il faut que je change d'attitude. Voilà. Et donc j'ai pris contact avec mon père et on s'est réconciliés, et voilà. Parce que c'était de mon fait qu'on était en mauvais terme. Et donc je lui ai pardonné, ce que je lui reprochais, voilà, parce qu'on a toujours mille et une choses à reprocher aux gens, vraies ou fausses. Je lui ai pardonné, et depuis, voilà, j'ai retrouvé mon père, et il a retrouvé son fils. Voilà. Alors qu'il est athée, je rappelle. Donc voilà, des moyens de savoir qu'on est sûr de son salut. Mais la Bible dit, vous ne pouvez pas perdre votre salut. Hein, une fois que vous êtes sauvés, ce que les non-protestants réformés ne comprennent pas, puisqu'ils disent, ah bah, si tu es sûr de ton salut, alors tu peux pécher, c'est un encouragement à pécher. Mais pas du tout, parce qu'en en fait, quand on est sauvé, on pêche de moins en moins, puisque on a de plus en plus conscience de pécher quand on pêche. Voilà. Et donc, on veut de moins en moins pécher grâce à la sanctification qui a lieu en nous, c'est-à-dire Jésus grandit en nous et nous donne de moins en moins envie de pécher. Et quand on pêche, parce qu'on pêche toujours jusqu'à notre mort, malheureusement, comme Paul l'explique, eh bien, à chaque fois qu'on pêche, on se sent encore plus mal.
Voilà. Donc on a de moins en moins envie de pêcher. Voilà. C'est comme si, on prenait une décharge électrique, bon, ben, au bout d'un moment, vous approchez votre doigt de la décharge électrique, alors la différence, c'est que ça ne crée pas de sentiments positifs. Le péché, malheureusement, crée des, des sentiments positifs, c'est-à-dire agréables. Mais ces sentiments agréables, avec la sanctification, deviennent désagréables. Donc même quelque chose qui était agréable avant va devenir désagréable. Ça, c'est une manière aussi de savoir que la sanctification progresse en vous. Voilà. Bon, je ne l'ai pas préparé, mais enfin voilà. C'est pas mal aussi de ne pas préparer. Alors, 10e question, en étant loin de ses parents, peut-on les honorer comme il est dit dans la Bible? Cette question n'est pas un reproche. Oui, non, mais c'est une bonne question. Alors, c'est vrai qu'avec Internet, maintenant, voilà, on a moins l'occasion. Là, par exemple, je viens d'envoyer quelque chose de privé, voilà, à mes parents, qui concerne mon fils, je dirais pas quoi exactement. Enfin, donc, avec Internet, on peut faire quand même beaucoup plus de choses qu'avant. Et donc, le fait que je sois à 17 000 km me permet de les honorer malgré tout. Et s'il leur arrivait malheur, évidemment, je me déplacerais. Mais voilà, enfin, ça me paraît être la base. Donc, mais voilà, Dieu m'a envoyé ici, donc voilà, si je parle pour moi. Après, si c'est une question plus générale, mais je pense que c'était plutôt dirigé envers moi. Mais oui, on peut être loin de ses parents parce que ce que dit la Bible aussi, c'est qu'on doit sortir du nid au bout d'un moment et aller trouver une femme et faire un foyer. Donc on ne nous dit pas de rester à côté de chez ses parents. C'est d'ailleurs le contraire qui est plutôt grave, comme on le voit aujourd'hui dans nos sociétés déchristianisées. Les enfants restent de plus en plus longtemps chez leurs parents, à leur charge, et au lieu de partir et de faire leur vie. Donc c'est ce qu'on appelle la génération Tanguy. Ça, c'est un danger qui me paraît plus grave que de partir loin, tout en continuant à honorer ses parents, comme on le peut, à distance, mais plutôt que de rester chez eux, être à leur charge, euh, ça ne me paraît pas une situation saine. Voilà. Alors, avec le recul, pensez-vous que la conversion de Marc-Édouard Nab au protestantisme était sincère? Ben non, là, j'ai pas eu besoin du recul. J'ai d'ailleurs fait un tweet récemment sur lui parce que il a jamais fait son mea culpa par rapport à son soutien de Gabriel Matzneff. Donc là, voilà, ça c'est pas protestant du tout, de cautionner comme ça la pédocriminalité. Ensuite, il a fait un magazine porno avec sa femme ou sa compagne là. Donc, il peut se dire protestant autant qu'il veut. Je veux dire, les gens se disent honnêtes, c'est pas pour autant qu'ils le sont. Donc, comme je l'ai dit, il ne faut pas juger ce que les gens disent, ni ce qu'ils sont. Voilà, ça, c'est le racisme. Mais il faut juger ce qu'ils font. Voilà, donc Marc-Édouard Nab, qu'est-ce qu'il fait depuis qu'il dit qu'il est protestant? Bah, comme avant. Donc, s'il n'y a pas un changement radical, comme moi, par exemple, mes parents ne me reconnaissent plus depuis que j'ai été converti, eh bien, on ne peut pas dire qu'une personne soit réellement sauvée, là, justement, ça, pour conforter ce que je disais tout à l'heure. Donc non, pour moi, Marc-Édouard Nab n'est pas du tout protestant. C'est pas parce qu'il vit en Suisse et qu'il dit qu'il est protestant. Alors c'est marrant, tous ces gens qui vivent en Suisse maintenant, puisqu'il a rejoint Soral là-bas aussi, apparemment. Mais pas dans la même région, a priori, puisqu'ils se détestent. Alors, 12e question. Dans une de vos revues de presse, vous parlez de la Chine qui prétend se donner pour objectif et date butoir 2035 pour faire basculer le monde dans son escarcelle. Corrigez-moi si je me trompe, car je n'ai pas trouvé la vidéo dans laquelle vous en parliez. Le World Economic Forum donne 2030 comme symbole des grands changements du monde. À 5 ans près, est-ce une coïncidence? Bah déjà, voilà, c'est 5 ans de différence. Donc, mais le World Economic Forum, je l'ai suffisamment démontré, c'est une officine du Parti communiste chinois, à commencer par Klaus Schwab, et maintenant, on apprend que alors ça, c'est Soros, c'est autre chose, mais parce que Klaus Schwab donc est trop vieux maintenant, donc c'est ses enfants qui vont prendre la suite de Davos. Mais il y a Soros aussi qui est trop vieux, donc il y a ses enfants. Donc là, on apprend qu'Alex Soros se rapproche d'Ouma Abedin, qui est l'ancienne proche de Clinton. Donc c'est toute cette gauche-là anti-américaine, anti-occidentale en général. Et donc Schwab, c'est ça aussi, et le World Economic Forum, c'est ça. C'est des agents de Pékin, des pantins de Pékin, et qui ont pour but de faire croire que, vous savez, c'est toujours mieux si on dit que la Chine, c'est le modèle, si c'est pas la Chine elle-même qui le dit. Donc il faut avoir une tierce personne qui le dise, et comme ça, c'est plus crédible. Donc c'est pour ça que l'OMS le dit, c'est pour ça que Bill Gates le dit, c'est pour ça que Klaus Schwab le dit. Et donc c'est ça le but des communistes, c'est d'avoir plein de gens qui sont des officines à eux et qui vont relayer leur discours, tout en disant que la Chine fait
quelque chose de merveilleux, avec toute cette surveillance partout, tous ces vaccins, et bref, tous ces QR codes, comme on va le voir d'ailleurs au JO. Donc, pour répondre complètement à votre question, je ne lis pas dans le mar de café, mais oui, il y a des dates, mais il y en a toujours eu des dates, et ces gens-là, je parle des communistes, sont patients. Alors, ça peut paraître une bonne chose, parce que du coup, ça gagne du temps par rapport à ce qui pourrait se passer très vite, mais le problème, c'est que ce sont aussi des stratèges. Alors, notre chance, c'est qu'ils sont nuls en économie. Ce ne sont pas des stratèges en économie. Par contre, ce sont des stratèges en militaire, voilà, et non militaire, la guerre hors limite. Donc, voilà, il faut rester prêt. Là, je voyais aujourd'hui qu'il y a un nombre incalculable de vaisseaux de l'armée populaire de libération qui tournent autour de Taïwan. Ça peut être du jour au lendemain, c'est aussi comme ça, qui maintiennent une pression permanente sur les services occidentaux, sur tous les gens qui sont en charge, pour que ils croient que ça peut être demain, donc ils sont sur le qui-vive, et donc ils se fatiguent. Vous savez, c'est pour ça qu'il y avait un moment les militaires là, qui circulaient tout le temps, ils étaient fatigués. Et donc, quand vous fatiguez les gens qui sont censés assurer notre sécurité, au bout d'un moment, ils sont moins alertes, ils sont moins sur le qui-vive, et c'est là où l'ennemi attaque. Voilà. Donc je dirais c'est pour ça qu'ils le font. Alors 13, la Chine, avec sa stratégie de guerre hors limite, comme vous le dénoncez depuis 4 ans, ne compte-t-elle pas sur l'affaiblissement tragique des nations, non par la guerre comme le fait la Russie, mais usant et utilisant d'autres méthodes sournoises, dissimulées, mais tout aussi malveillantes et mortelles, par le laminage? Les vaccins ARNM et ses graves effets désirables, pourtant toujours obligatoires dans l'armée française, alors que d'autres pays ont levé cette obligation, comme l'Allemagne et les États-Unis, les médicaments mortels tels que le fentanyl, qui pour le moment fait des ravages aux États-Unis, l'essentiel des médicaments produits en Chine, donc rendant dépendants d'elle les pays pour la santé, qui est la préoccupation majeure des populations, le rachat de la dette d'un pays, elle détient 25% de la dette française, le rachat de fleurons industriels, puis brutalement clé sous la porte après avoir pillé le savoir-faire pour le téléporter chez elle, le vol des propriétés intellectuelles par l'espionnage, dû au trop grand laxisme des autorités, TikTok qui ravage le cerveau des plus jeunes, les rendant addictifs à toutes sortes de comportements pernicieux et influences destructrices, la Chine, premier pollueur avec l'Inde, ni ne s'embarrasse ni ne se gêne pour transporter chez elle tout type d'industrie vidant les nations de leurs principales substances et sources de revenus, l'ingérence dans certains pays sous couvert d'aide au développement, on voit comment les pays africains qui lui ont fait confiance déchantent et commencent à la dénoncer. Et enfin, le plus grave, elle envahit et s'approprie certaines régions du monde comme le Tibet, bientôt peut-être Taïwan, on pourrait parler de Hong Kong aussi, afin d'implanter sa gouvernance et piller toutes les ressources. Les exemples de cette guerre hors limite sont pléthores. Pieuvre aux 1000 tentacules les envahit, elle envahit, étrangle et spolie. Bon, j'ai pas grand-chose à rajouter à ça. Vous avez fait un tableau que je fais moi-même. Et donc, c'était quoi votre question? La Chine, avec sa stratégie, comme vous le dénoncez, ne compte-t-elle pas sur l'affaiblissement tragique? Bah si, voilà. La réponse est oui. Merci de l'avoir démontré. Et ça, il faut que de plus en plus de gens en prennent conscience, parce que on se dit, la Chine, c'est loin, et donc... Mais quand on se penche un peu sur mes enquêtes, et même regarder TikTok, on pourrait citer Huawei, on pourrait citer Temu, Shine, ce sont des armes. Tout ça, ce sont des armes économiques pour tirer un maximum d'argent, évidemment, mais aussi et surtout d'informations pour fliquer, ficher et imposer le modèle communiste chinois derrière. Et savoir quels sont nos points faibles. Je donne souvent cet exemple, mais si par exemple vous avez une allergie aux cacahuètes, et si la Chine le découvre, elle pourra vous tuer en vous faisant manger une cacahuète. Vous voyez. Donc ils sont très intelligents à ce point de vue-là. Ils ont poussé les logiques très loin. Ils veulent nous faire une guerre totale. C'est pour ça qu'ils ont lancé cette attaque biologique, et c'est pour ça qu'ils font tout le reste. Et donc tous ceux qui nient encore que la Chine serait à l'attaque complète contre l'Occident, alors qu'elle tue 100 000 Américains par an avec son fentanyl, qu'elle en a tué plus d'1 million avec sa pandémie, et que dans le reste de l'Occident c'est pareil, là je ne peux plus grand-chose, c'est qu'il y a un déni complet, quoi. Alors, la Chine se donne donc 10 ans pour bouleverser l'échiquier géopolitique mondial. 10 ans pour accomplir ses desseins avec ses bras armés, Russie, Corée du Nord, Iran et autres pays totalitaires guerriers et tyranniques qui s'allient à elle, afin de parvenir à mettre sous tutelle une grande partie des pays avec la bénédiction et complicité des dirigeants de ceux-ci, rejoignant ainsi les buts du World Economic Forum pour soi-disant répondre aux besoins des populations. On a pourtant vu le chaos que cette organisation a provoqué. Qu'en pensez-vous? Ben oui, mais le chaos provoqué par des attaques venant des Russo-Chinois et de leurs alliés, islamiques notamment, c'est tout bénéfice pour eux, puisque en fait l'avantage est à l'attaquant.
C'est ça qu'on oublie souvent, c'est que quand vous attaquez, vous décidez où, quand et comment. Et donc vous pouvez anticiper aussi, vous avez énormément d'avance sur, celui qui se fait attaquer et qui lui, doit comprendre déjà qu'il est attaqué, ce qui n'est pas toujours le cas parce qu'il joue sur le déni plausible. Ça, c'est une grande arme des communistes. Et puis, avec toute la stratégie décrite par Golitsyn dans Des mensonges pas si nouveaux, on sait que l'infiltration et la subversion a été une manière pour eux d'affaiblir l'Occident, tout en permettant à des gens en Occident, des gens parfois sincères, mais souvent idiots utiles, d'accuser l'Occident lui-même. Ce qui fait qu'un Oscar Freisinger, pour qui j'ai pourtant énormément de respect, en vient à attaquer l'Occident, alors qu'il faudrait attaquer le communisme en Occident, ce qui n'a rien à voir. Et donc le communisme. Moi, Macron, pour moi, il n'est pas occidental, il n'est pas occidentaliste ni pro-occidental. C'est pas parce qu'il est français qu'il n'est pas anti-français. Vous voyez, c'est comme Attali. Attali, qui crée la France China Foundation avec Raffarin, enfin tous ces Français là, soi-disant, ce sont des anti-français. Tout comme Bill Gates et Soros sont des anti-américains. C'est pas parce que quelqu'un est d'une nationalité qu'il va défendre ce pays. C'est même le contraire. Plus il est proche de l'oligarchie, plus c'est un anti-patriote. Mais cette stratégie est très bien vue de la part de nos ennemis, et simplement il faut la comprendre pour la combattre, parce que sinon on tombe dans tous les pièges. Et on en vient à croire que la Russie pourrait être un sauveur, quoi. Bon, ça c'est du délire, évidemment. Mais ça relève un peu du suicide. Entre parenthèses, à moins que vous ne le sachiez, un média italien suspecte le décès de Klaus Schwab. Bon, ça je sais pas. Ensuite, pour finir, une question personnelle. Vous tenez bon car vous êtes ancré dans le divin, le sacré, comme beaucoup de résistants d'ailleurs, mais aussi parce que loin des centres névralgiques et terres de conflit. Vous aviez choisi de partir il y a plusieurs années, donc non, en fait, je ne voulais pas partir, moi. Comme Jonas, j'avais refusé le message divin, précisément, qui me disait bah, va en Polynésie. J'avais dit non. Avec ma femme, on s'était concerté, on avait un bébé en bas âge, qui avait 1 an et demi ou 2 ans à l'époque. On s'était dit bah non, on va pas voyager maintenant, surtout pas à l'autre bout du monde, on connaît personne là-bas. Et donc on avait refusé cette injonction. Et puis, ça c'était donc le 18 décembre 2014. Le 20 ou le 21, il y a des voitures qui commencent à rentrer dans les gens en criant Allahu Akbar. On a oublié un peu tout ça, mais c'était le début d'une vague là, qui a abouti ensuite sur Charlie Hebdo le 7 et l'Hypercacher le 8. Et nous-mêmes, on s'est fait menacer de mort par des islamistes dans un train le 8. Et là, on s'est dit, bon, ok, on a compris, on a compris, Seigneur, on y va. Mais c'était contre notre volonté. Et c'est toujours comme ça. Nous, on s'était dit, tiens, on va aller en Corse pendant les fêtes de fin d'année, là, Noël, jour de l'an, parce que c'était humain, vous voyez, c'était assez proche, on connaissait un peu, bon, et puis on pouvait revenir en France, voir nos parents, justement, puis le reste de notre famille. Mais la Polynésie, c'était l'autre bout du monde. Sauf que j'ai découvert là récemment que De Gaulle était venu ici en 56 et avait fait un discours en disant, à l'ère de l'atome, et la guerre de l'atome, la Polynésie représente un refuge potentiel. Et c'est exactement ce que je vois aujourd'hui, mais je ne connaissais pas ce discours de Gaulle. Il était visionnaire quand même sur certains plans, et ça on peut lui reconnaître, même si on peut reconnaître aussi qu'il nous a bien mis dans la panade. Mais là, je pense qu'il a raison, c'est-à-dire que la Polynésie, c'est la terre la plus isolée des autres terres sur Terre. Donc voilà. Alors je finis votre question. Grand bien vous en a pris, cela vous permet d'enquêter, d'analyser, de tisser des liens avec des experts et informer sereinement, pouvant prendre le recul nécessaire face à toute forme de pression, oppression ou tentation. Cependant, ne vous sentez-vous pas comme Job ou Sisyphe face à la cécité humaine? N'avez-vous pas envie de jeter l'éponge et laisser les peuples à leur destin, laisser la France que vous chérissez à son tragique devenir, c'est-à-dire la tiers-mondisation programmée par ces oligarques? Bah, moi, ce que je dis souvent, c'est que quand il n'y a plus personne qui me soutiendra financièrement, je serai bien obligé de faire autre chose. J'ai d'ailleurs été obligé de faire autre chose dans ma carrière. Là, je fêterai mes 20 ans de carrière journalistique l'an prochain. À un moment, j'avais une maison d'édition, j'avais un site d'information, enquête et débat, j'avais levé de l'argent, mais j'arrivais au bout de la trésorerie, parce que je ne volais pas, contrairement à Mediapart, comme j'en parle dans la face cachée de Mediapart, je ne volais pas le fisc en m'attribuant un taux de TVA inférieur, bon bref. Du coup, j'ai dû travailler dans l'hôtellerie, j'ai dû faire des travaux, voilà, en plus, pour gagner ma vie. Donc, si le niveau des souscriptions baissait, alors bon, l'avantage, c'est que j'ai découvert quelques petites choses, voilà, qui me servent un peu aujourd'hui. J'ai une meilleure vision de l'oligarchie, parce que travailler à Paris, dans l'hôtellerie, à la réservation notamment, vous en apprenez de belles, hein, j'en avais un peu parlé.
Mais globalement, ça m'a fait perdre beaucoup de temps par rapport à mes enquêtes. Là, je suis à fond, comme vous le voyez, si vous êtes souscripteur, et même si vous ne l'êtes pas, vous voyez que je fais généralement 2 vidéos par jour, de 45 minutes. Donc, c'est un travail gigantesque. Mais je peux le faire parce que je suis à fond, voilà, et grâce à mes souscripteurs et lecteurs qui donc achètent mes productions, montent en compétences et me permettent de me financer suffisamment, disons, voilà, je suis autour du SMIC, mais je m'en satisfais parce que j'ai organisé ma vie pour avoir le moins de besoins possible au niveau matériel, je passe toute ma vie, j'ai pas de voiture, voilà, je prends pas de billets d'avion pour aller, à Las Vegas, comme font un certain nombre de Tahitiens, parce que c'est pas loin d'ici et que, voilà, c'est une destination très prisée. Moi, je m'en fiche de Las Vegas, je pourrais aller, dans d'autres îles ici, hein. Il y a beaucoup de choses à voir et même, par exemple, l'île de Pâques, voilà, c'est un peu une destination que je rêverais de faire avant de mourir, par contre, si j'en ai l'occasion. Mais pour l'instant, je ne laisse pas tomber la France, puisqu'il y a des gens qui sont derrière moi et qui veulent que je ne la laisse pas tomber. Donc, tant que j'aurai ça, effectivement, je me lèverai le matin en me disant que je suis un minimum utile et qu'il y a des gens qui trouvent que ce que je fais est important. Parce que c'est vrai que c'est dur de se battre pour des gens qui ne le veulent absolument pas. Vous voyez, aller contre la volonté de tout un peuple, c'est impossible. Je m'arrêterais peut-être si effectivement j'avais plus de souscripteurs. Mais là, comme j'en ai, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont compris envers et contre tout, voilà, et que ils apprécient d'avoir une vision plus vraie, plus juste, et que ça c'est l'embryon de quelque chose que j'essaie de construire avec Arnaud et avec d'autres. Mathieu Sirvin, on peut citer aussi, son excellent livre, hein, que je recommande quasiment à chaque vidéo maintenant, La France face à la guerre mondiale du Parti communiste chinois. Il faut impérativement que vous le lisiez, parce que c'est un livre fondamental, moi, qui m'a fait comprendre beaucoup de choses sur l'historique de notre guerre contre le Parti communiste chinois. Et De Gaulle pensait que ça allait calmer les communistes chinois de reconnaître la Chine en 64, mais ça n'a pas du tout marché, puisque c'est toujours comme ça avec les totalitaires, hein. C'est pas parce qu'on a signé Munich que, évidemment, que Hitler s'est calmé. Donc voilà, là, je pense qu'on est en train de construire quelque chose d'intéressant. Alors ça reste petit, hein, c'est pour ça qu'on a des forces tellement importantes en face, et des phases comme les élections nous font perdre beaucoup de temps, parce qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans ces pièges, au lieu de nous soutenir, nous, qui dénonçons tout ça. Mais je pense que sur le long terme, on est gagnant, puisqu'on a la vérité, on a Dieu, et c'est la France éternelle qu'on défend. Donc tout le monde finira par rejoindre notre position, même si on peut paraître chétif et faible aujourd'hui. Mais à l'international aussi, il y a cette émission maintenant, on va faire bientôt la 4e édition mensuelle, donc ça c'est très positif. Et eux aussi sont très isolés dans leur propre pays, hein, inutile de vous le dire. Donc c'est dans tout l'Occident qu'il y a cette tendance, qui est ce reste dont parle la Bible. Voilà, la vérité, de toute façon, elle n'a jamais été majoritaire, sauf quand elle finit par gagner. Voilà. Mais en attendant, je ne sais pas si je peux répondre mieux à votre question que ça, mais je ne me décourage pas. C'est vrai que d'être loin, ça me permet de ne plus être menacé de mort, comme je l'étais donc directement, hein, physiquement, par des islamistes ou par des communistes. Là, je me sens plus au calme, en effet, et je peux mieux me concentrer sur mon travail et prendre plus de recul et vous l'offrir, en effet, quand vous êtes souscripteur. Alors, bon, je vais accélérer pour les dernières questions parce que j'ai dépassé mon temps. La droite américaine, vraie et fausse, attache-t-elle de l'importance à la race? Non, justement, voilà, c'est ce que j'ai dit à Arnaud. Il en a convenu, hein, d'ailleurs, c'est la droite américaine s'en fiche de la race. C'est vraiment un pan très, très limité de l'opinion américaine. Hein, les racialistes, ils sont beaucoup plus à gauche d'ailleurs avec les wokistes. Ça, oui, ça c'est très important pour la gauche, la race. Ils jugent tout à partir de la race, mais la droite, historiquement, c'est Jésus. Donc Jésus s'en fiche de la race. Ensuite, vu la déculottée des souverainistes, racialistes et autres identitaires en France, se pourrait-il que la droite française, en général, retrouve le chemin du Christ et se pare ainsi de sa plus grande force? Ah oui, je le crois, je l'espère, et quelque part, je le sais, puisque c'est ce que nous dit notre Seigneur et Sauveur. Il dirige ce monde, donc il laisse effectivement les pays et les peuples qui se sont éloignés de Dieu en subir les conséquences. Et donc je pense que c'est pour ça que la France, ça va très mal se passer dans les mois et les années qui viennent, mais qu'au bout d'un moment, les gens finissent par comprendre, quand ils survivent évidemment, parce que c'est le temps et les circonstances qui changent les gens. 18, au sud des États-Unis, où en est la situation à la frontière? Je pense notamment au flux d'immigration clandestine. Bon, bah ça, malheureusement. Alors, Biden a signé un décret mettant un arrêt théorique à l'immigration. Mais s'il le fait, c'est peut-être que les gens que ses maîtres voulaient
qui rentrent aux États-Unis, ils sont rentrés justement. Et ça, c'est assez préoccupant. On a notamment 400 djihadistes potentiels qui sont rentrés. On a des milliers de communistes chinois qui sont rentrés. On a des gens des gangs. Donc, ça va être catastrophique, à mon avis, pour cette fin d'élection, ou alors, à moins que ça soit pour après, comme le dit Lou de Média, dit qu'il prépare plutôt 2030 ou 2035. Bon, c'est leur long terme à eux, mais ce qui est sûr, c'est que ça va pas dans le bon sens, quoi. Les États-Unis sont en train de s'affaiblir chaque jour un peu plus, et l'Europe aussi, donc voilà. Dernière question, l'arrivée de l'extrême gauche au pouvoir nous réserve-t-elle le genre de scénario en France, comme une arrivée massive de touristes chinois lors des JO, espérant que ce supplice chinois tournera court par la grâce de Dieu? Alors ça, je ne sais pas. Tout va dépendre du gouvernement qui sera nommé. Et là, franchement, pour les JO, je ne vois pas qui peut. Alors, il y a encore un islamiste, là, djihadiste, qui a été arrêté par les services de renseignement, alors qu'il s'apprêtait à faire des attentats pour les JO. Donc, à mon avis, est-ce que certains vont passer au travers des mailles du filet? Je le crains, évidemment. Et ça, c'est une crainte du monde entier, je pense, puisqu'il y a des armées étrangères, occidentales, qui sont venues à la rescousse en France à l'occasion de ces JO. Donc, ça peut être quelque chose de très très grave, genre déclenchement officiel de la Troisième Guerre mondiale. Ça peut être quelque chose de moins grave, mais de quand même problématique, s'il y a des attentats ici ou là qui pètent, ou d'autres événements. Franchement, les JO, là, vous avez tellement de possibilités pour des puissances ennemies que c'est vraiment la créativité, l'imagination. Il ne faut pas mettre de côté, le 11 septembre, personne ne s'attendait à ce que des avions rentrent dans des tours, hein. Donc là, vous voyez bien, les JO, on sait que les islamistes ont souvent visé la tour Eiffel. Or là, elle sera au cœur de tout ça. Donc voilà, je ne sais pas. Et personne ne sait, mais tout ce qu'on sait, c'est que ça risque effectivement, le risque est important que ça dégénère, et parce que tous les médias du monde entier seront braqués sur les JO. Et il n'y a pas de meilleure occasion pour créer le chaos. Et que la France, en plus, soutient soi-disant l'Ukraine. Donc là aussi, la Russie, ça l'intéresse de faire payer la France. Moi, je pense que la France va payer d'une manière ou d'une autre, non pas parce qu'elle soutient à bout de bras l'Ukraine, ce qui n'est pas le cas, mais parce qu'elle s'éloignait de Dieu, comme je disais, et je conclurai là-dessus. Donc, j'espère vous avoir répondu, mais sans préparation, mais après tout, c'était des questions de bon sens, et je remercie vraiment mes souscripteurs, et ça fait plaisir, parce que ces questions, ça me permet de voir aussi que ce que je diffuse depuis 4 ans et demi maintenant est bien intégré par un certain nombre de Français, voilà, qui ont compris avant les autres. Ce sont un peu le tip of the spear, on dit en anglais, voilà, bon, c'est pas vraiment traduisible, mais c'est la pointe avancée de la résistance. Et donc, on attend que d'autres les rejoignent, soit en tant que souscripteur, soit déjà, voilà, si vous pouvez liker cette vidéo, la faire suivre à des gens autour de vous, que ça pourrait intéresser, et qui pourraient commencer à comprendre, maintenant que le cycle des élections, là, le tourbillon qui a pris l'attention de beaucoup de gens, maintenant que tout ça c'est fini, il faut retomber sur Terre et avancer. Donc, en qui est-ce que vous allez mettre votre confiance, maintenant que les identitaires et voilà, tous les gens que je ne vais pas nommer à nouveau, mais tous ces gens qui ont voulu voter Zemmour ou RN ou je ne sais pas quoi, se sont trompés une fois de plus et vous ont mené dans le mur, sur qui il faut bâtir la suite. Ben, moi, je pense que c'est sur mon discours, celui d'Arnaud et de Mathieu, Sirvin et d'autres, qu'on va pouvoir construire cette résistance. Là, on en a besoin, franchement. Et il faut que plus de Français soient conscients de ce qu'on raconte, qu'on ne soit pas là limité dans notre coin. Donc, ça dépend de vous. Donc, faites suivre ces informations. Et je vous remercie encore d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Portez-vous bien jusqu'à la prochaine fois. Voilà, je sais pas, je n'ai pas de rendez-vous à vous donner, mais gardez la foi en tout cas. Et à très bientôt. Salut.